Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet. Boum, pour une nouvelle année de la boxe. Et oui, on fête les 10 ans de 2013. Qu'a été 2013 pour la boxe? Eh bien, c'est ce qu'on va se remémorer et c'est ce qu'on va réfléchir ensemble. Comme je vous le disais en 2012, les mouvements de fond du paradigme boxe étaient en plein changement. Et 2013 va voir l'éclosion complète au grand jour d'une nouvelle logique. Une logique boxe qui va se cristalliser sur un contrat. Showtime, CBS, qui fait le contrat à l'époque, un contrat du siècle, avec The Face of Boxing, l'image de la boxe, Floyd Mayweather. Voilà, la vraie, véritable locomotive boxe. De cette année 2013, donc, on peut dire que, à cause de ce contrat, Floyd va se réinventer pour se vendre de nouveau, et notamment vendre ses pay-per-view avec Showtime, lui qui avait été propulsé par HBO, en réinventant son personnage, son persona si on peut dire. Pretty Floyd n'existe plus depuis bien longtemps. On va laisser place à Money May et le groupe, si on peut dire, TMT, qui va impacter ces années comme rarement. Pendant des années à la suite de 2013, on verra autour de nous les fans de boxe avec leur casquette TMT. Preuve de l'impact qu'a été le travail de Floyd, le travail des Showtimes pendant cette année 2013. 2013 est aussi l'éclosion de nouvelles figures. Nous allons voir ça ensemble. L'éclosion aussi de peut-être un champion qui aurait pu avoir une légende encore plus forte. On en parlera par la suite. C'est aussi l'année des figures de l'époque, ça, qui sont légèrement oubliées aujourd'hui. Et enfin, une année où, quand on regarde, c'était une année de rencontres de Hall of Famer entre eux, de futurs Hall of Famer entre eux, et ça non plus, c'est pas anodin. Alors, l'année 2013, qu'est-ce que c'était? Eh ben, il me tarde de vous la raconter. Et avec quelle légende on va bien pouvoir commencer? Allez, c'est parti. Bon. Les titres chez les mi-lourds tournent un peu entre les mêmes mecs. Tu vois, il y a le titre IBF qui est avec Tavoris Claude depuis un moment, et même si lui-même ne boxe pas souvent, et Tavoris Claude, il a besoin là de revenir sur la scène. C'est plus qu'un combat, il a besoin de revenir sur le devant de la scène avec un combat sur HBO. D'ailleurs, pour ce combat, Claude fait l'effort de changer d'entraîneur. Alors, peut-être que c'est un processus qui a été trop rapide et tout ça, mais avec Abel Sanchez, que John Ali connaît très bien aussi. Abel Sanchez est dans le coin de Claude, et on propose qui pour un peu le remettre au devant de la scène? On propose Hopkins. Hopkins, eh ben, il répond présent. Eh ben, le combat, il se fait. Et il se fait au Brooklyn Center. À ce moment-là, c'est un des premiers combats au Brooklyn Center. Bernard Hopkins, be up. Alors là, pour un titre, encore une fois. Et là, on se dit, bon, ça va pas le faire quand même. Ça va pas le faire. Hein, c'est pas possible. Au bout d'un moment, faut que ça s'arrête, cette histoire. Hein. Et puis là, je vais laisser parler Antoine parce que je sais que ce combat-là, tu l'aimes beaucoup. Antoine. Ouais. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, ce qui est marrant, quand vous voyez l'affiche, le champion, c'est Cloud. Hein. Donc, titre. Ouais, IBF, oui. Titre IBF des light heavyweight. Bon. Mais c'est quand même Hopkins qui est à gauche sur l'affiche. Il tire au sort, pour l'anecdote, entre les deux pour savoir qui va rentrer en premier et qui va rentrer en second. Et c'est Hopkins qui gagne le tirage au sort. Et donc, même si c'est pas lui qui a la ceinture, il rentre après. Donc, il y a quand même un côté, bon, voilà, t'es gentil avec la ceinture, mais tu joues aux billes, mon gars. Bon. Et puis Cloud, c'est un garçon, certes, qui est champion, mais il a battu Glenn Johnson. Bon, Glenn Johnson qui avait 80 ans à peu près. Il a battu, Yusuf Mack, il a battu Campillo. Bon. Et il a du mal contre Glenn Johnson. Hein. Il a dû aller chercher la victoire. Il a eu du mal. Voilà. On l'a dit en discussion le Fame sur Johnson. Donc bon, c'est pas non plus le champion le plus rayonnant. Alors c'est un petit, c'est-à-dire que lui, mais il a la belle ceinture. Mais il est petit. Hein. Il fait même pas 1m80 si je dis pas de bêtises. Enfin, il est moins grand qu'Hopkins. Enfin, il est trapu. Et ouais, puis, il fait un 78, toi. Ouais. Et puis techniquement, c'est un peu simple. Alors il fait bien ce qu'il doit faire, il le fait bien.
Mais effectivement, alors, pour être tout à fait sincère, je pourrais dire, je l'ai vu venir, je le dirais pas, je me rappelle pas bien le contexte, si je l'ai vu en direct ou pas, je me souviens même pas. Mais la vérité, c'est que Hopkins peut le voir arriver beau comme un Jésus, le mec, quoi. Parce que pas très grand, pas beaucoup d'avantages, pas beaucoup de fréquences, entre guillemets. Il va pouvoir jouer avec comme un bâtard et il le fait, en fait. C'est-à-dire que, voilà, c'est du grand Hopkins, il chambre un peu, il rajoute de la diversité, il est jamais là où tu l'attends, il est toujours à contretemps, il accroche, il donne la droite en première intention, il lui fait un peu toute la panoplie du Hopkins traditionnel. En fait, ce qui est formidable, c'est de se dire qu'il arrive encore à le faire, alors qu'on est en mars 2013. Donc vraiment, vraiment, le mec est né en 65, les gars. Il est né en 65. Bon, on est en mars 2013 et il lui fait la totale. Et Cloud est assez résigné, en fait, dans le combat. Ouais. T'as l'impression dans son attitude que, bon, voilà, alors il s'applique, etc., un bon ouvrier du ring, etc., etc., mais en gros, bon, bah, il y arrivera pas, il y arrivera pas. Plus tard, no spoilers, mais plus tard, Hopkins sera un peu plus secoué par des mecs qui y croiront sans être beaucoup plus brillant que Cloud. Cloud, moi, ce qui m'a marqué, c'est sa résignation, quoi. Il a très vite compris que le patron sur le ring, c'était Hopkins et y a basta. Et donc, le vieux, il bat son propre record, John. Qu'est-ce que toi, t'en as, ce moment-là, parce que c'est un moment qui restera dans les livres d'histoire, simplement pour le record encore battu. Ouais, bah oui, on redevient, il reprend, il reprend le titre. Mais écoute, moi j'avais un souvenir quand même d'une bonne, d'un Cloud quand même pendant la première partie de combat, les 6 premiers rounds quand même, il y avait beaucoup d'échanges, tu vois. Mais on sent quand même que c'est toujours Hopkins qui est en contrôle et qui fait cette boxe toujours intelligente et qui se permet aussi, t'as l'impression qu'il force pas, quoi. C'est vraiment le combat où tu vas te dire, ça y est, on se disait déjà que c'était peut-être la fin, mais le mec il force pas en fait. Il a en face de lui un mec un peu brouillon, mais quand même qui, moi je trouvais qu'en tout cas, je me souviens de 6 premiers rounds, il y avait des beaux échanges. Je me souviens pas vraiment du combat, faudrait que je le revoie. Mais voilà, puis Tavoris, après qui a eu une carrière, le pauvre, bon, c'est le combat de la fin hein, pour Cloud. Ouais. Vraiment. Enfin, moi, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu mes propres yeux se faire exploser par Stevenson et par Beterbiev. C'était là, Beterbiev. Ouais, c'est tragique. Hein. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Ouais. Il y a des trucs comme ça qui font mal au cœur où tu sais que les mecs vont jamais revenir en fait. Et c'est le début de la fin pour lui. Bon, bah voilà, il perd contre après, tu perds contre la légende, quoi. C'est pas, c'est moins dramatique que de perdre comme il a perdu après, tu vois. Oui. Après, il a servi de marchepied. Bon, c'est un peu aussi le business boxing, tu vois. Bon, c'est bon, il a perdu contre Hopkins, on va le donner à manger aux autres. Ouais. Mais pour revenir, moi, ce que je trouve important, c'est que Cloud. Malgré l'âge, et de toute façon, c'est le thème de notre soirée, Antoine et John. Antoine nous avait dit que Hopkins était devenu déconnecté du temps. Mais, et ça, c'est vrai. Mais, comment dire, they are level to this game, hein. Mes chers amis, et là, c'est clairement quoi. Hopkins, c'est une autre dimension. Tu peux lui donner l'âge que tu veux contre Cloud. Hopkins, c'est une autre dimension. Voilà. Autre chose, c'est que Hopkins a toujours besoin d'être viscéral, de se motiver avec quelque chose d'extra que son adversaire. Et ce combat, il l'avait pris et il le disait, ça sera, je sors Don King de la carte. I don't like Don King. Souvenez-vous. Je vous conseille d'aller sur la conférence de presse d'après-combat où, de façon tyrannique, hein, dit Don King, il est hors de la carte maintenant. J'ai fait ça pour le dégager. To put Don King and his last fighter that he had under his banner out of business. Si je me trompe pas, c'est aussi Zab Judah qui descend de catégorie, hein, qui revient chez les super légers pour affronter un homme qui a 2 ceintures à l'époque, c'est Danny Garcia. Et surtout, c'est le Danny Garcia qu'on aime. C'est certainement le Danny Garcia qui a son pic de carrière à cette époque-là. Garcia Judah, très belle soirée boxe hein, d'ailleurs. Garcia Judah, ça va être tout un combat. Et en fait, le vétéran Judah va offrir tout un combat à Garcia. C'est un combat dur, ça envoie des très gros coups. Judah va avoir du mal à rentrer dans le combat, mais
à l'expérience, va revenir, va travailler, tu sais, il va vraiment travailler les rounds. Mais de son côté, Danny Garcia est très, très, comment dire, très, très pertinent dans ce qu'il fait. Il fait des choses simples, mais il fait des choses dures. Et ça envoie Zab sur les fesses, totalement. Tu vois, papa, t'as vu ce contre? Oui. Excellentissime contre. Ben, écoute, à ce moment-là de sa carrière, avoir tout faire pour la victoire, en fait, on sait que c'est un vétéran, mais que le combat est beau, moi je trouve. Que le combat est beau, quoi. Que le combat est beau. Et c'est Judas qui dit, pour moi, alors comment j'interprète ce combat, c'est Zab qui dit, j'ai été quelqu'un, je suis j'ai un certain pédigré et je vais encore vous le montrer. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai beaucoup aimé cette soirée. Moi, je pensais pas que Judas allait finir ses 2 pieds. Ouais, parce qu'à l'époque, Danny Garcia, parce qu'il nous a tellement déçus, Danny Garcia, maintenant, qu'on oublie Danny Garcia de ces années-là. Non, faut voir Danny Garcia contre Matisse. Ouais, qui arrive plus tard, en plus. Mais là, il est dans son pic, hein, Garcia, et il fait mal. Hein. Et tout le monde, d'ailleurs, à ce moment-là, tout le monde le voit hyper haut, hein, alors qu'il fait des choses simples, mais il les fait bien. Et c'est là que Alemon devient hyper important. Puisque de ce divorce avec HBO, mais c'est un divorce symbolique, ce divorce d'hommes, tu vois, c'est des gens qui se détestent, et ben, il va réussir à offrir à Floyd, qui est donc en prison, en termes business, c'est quand même énorme ce qu'il a fait. Il a son joyau qui est en prison, qui a mauvaise presse, c'est bien normal, qui est pas aimé par même le public box. Le public box regarde pour qu'il perde. Tu vois tous les désavantages. Il va obtenir le plus gros contrat sportif au moment des faits avec le groupe CBS. CBS possède Showtime pour un truc, c'est plus de 200 millions de dollars, je crois 265 millions de dollars de mémoire. Il signe ce contrat pour 6 combats. Mayweather passe sur Showtime. Et donc, c'est la période Showtime de Mayweather, et c'est l'avènement d'un nouveau personnage. Ça fait bien longtemps que Pretty Boy n'est plus là, et maintenant c'est Money Mayweather. Money Mayweather arrive avec, et je m'en souviens encore, avec un combat qu'on est allé voir, alors que c'était un mismatch complet, tout pourri, et tout ça, c'est un pay-per-view contre Robert Guerrero, qui était lui encore une fois, mais bien content d'avoir ce combat. C'est le chèque de sa vie. Il va vivre toute sa vie sur son chèque de Mayweather. Mais c'est un mismatch, c'est juste pour que Mayweather se remette bien, se réajuste. Voilà, il n'y a rien à dire à ce combat, à part rien. Réajustement, tranquille et tout. Alors, bon, juste, une fois de plus, il y a quand même là encore un sens business juste dans le matchmaking, parce que tu l'as dit, c'est un mismatch. Guerrero, c'est même pas un vrai welter. Enfin, bon, voilà, c'est un type. Mais il sort d'une victoire sur Berto. Comme Mosley sortait d'une victoire sur Margarito, comme Ortiz sortait lui aussi d'une victoire sur Berto. Donc ils sont tous, ces adversaires-là, sur une dynamique qui est correcte. Voilà, tu peux pas, tu peux être picky sur le matchmaking de Floyd, mais il pourra toujours t'opposer le fait qu'il les prend sur la bonne pente. Voilà. C'est ce qui expliquera d'autres adversaires ensuite, dont Maïdana. Ouais, et voilà, une bonne pente, c'est toujours, comprenez, c'est toujours une perception. Mayweather vous dira, mais non, ils sont sur la bonne pente. Et les anti-Mayweather vous diront, ouais, mais c'est tricky parce qu'en fait, il y a ça. Enfin, bref, voilà, il y a une histoire de poids et tout. Enfin, bref, A-side, B-side, on n'en finira jamais de vous expliquer tout ça. Un rematch avec Kessler, qui lui aussi, un peu comme Carl Froch, est de retour. Lui aussi, Kessler est de retour. Il a d'ailleurs collé un KO atomique contre Alan Green. Voilà. Donc, ils sont dans la même démarche, dans la même dynamique. Et il y a eu un premier combat. On vous a parlé de ce premier combat qui peut être considéré comme un classique européen. Et donc, va arriver ce combat. Voilà. HBO est dans le coup, pour vous dire. Voilà. Et il y a donc pay-per-view en Angleterre, diffusion sur HBO en direct, le 25 mai 2013,
si je ne m'abuse, effectivement. Et ce combat, parce qu'en fait, on oublie pas mal de choses, parce que le futur de la boxe en Angleterre va faire un peu trop oublier ce moment. Mais dans l'histoire de la boxe anglaise, c'est le plus gros revenu à l'époque. C'est le combat qui créait le plus gros revenu financier de l'époque. En termes de billetterie, en termes de pay-per-view, c'est un carton. Et t'as le public anglais qui se passionne pour ça. On oublie qu'il s'est passionné pour ça parce qu'il va se passer d'autres choses après. Mais ce combat-là, pour moi, c'est un classique. C'est un classique moderne sur une rivalité moderne. Et ce combat est d'une qualité, je te dirais, moi, je préfère au premier combat. Il est d'une qualité. Karl Kessler est vraiment, ils ont tous les deux des stratégies bien établies qui se voient. Ce combat est pas brouillon. Ce combat est vraiment magnifique. Et il y a une fin de combat. Je te dirais qu'à partir du 10e, et surtout ces Championship Room, on passe du bon combat, du grand combat au classique. Avec Kessler, qui dans le 11e round, arrive, alors qu'il est mal, à replacer cette droite en contre sec et rapide. Il la repasse la même à Froch qui, lui aussi, vacille. Heureusement qu'il y a des cordes pour pas tomber. Et c'est incroyable. Il y a un retournement de situation pour Kessler, parce que le combat est plutôt pour Froch. Il y a un retournement de situation alors qu'il est serré, pour Kessler. On se dit, est-ce que Froch va survivre? Le dernier round est fantastique. C'est un putain de grand combat. De boxe, les mecs. Comme on l'aime. Et c'est un sommet. Enfin, pour moi, ça ne fait que valider le sommet européen que ces deux-là nous ont proposé. C'est un grand sommet et c'est un classic fight. Moi, c'est un classic fight génial. Il n'y a pas mieux qu'un combat comme ça pour faire aimer la boxe. Et vous, les amis? Antoine? Excellent combat, rien à dire, dans une ambiance Super, comme ouais. on peut en avoir à l'O2 Arena. Alors effectivement, c'est un peu plus policé, hein, c'est le public de Londres, etc. C'est les yuppies, machin. N'empêche que les mecs sont complètement dans le combat. Enfin, il y a une ambiance de muerte. Froch rentre plutôt mieux dans le combat que Kessler, qui a une carburation un peu lente, Ouais. qui met 3-4 rounds à se chauffer en fait. Et Froch établit mieux son jab que lors du premier combat. Il veut gagner des rounds en fait. Il a compris en gros que bon, bah voilà, ils allaient pas se mettre KO les deux, donc il faut gagner des rounds, il faut gagner des points. Donc il installe son jab de manière assez autoritaire. Et finalement, Kessler met quelques rounds à comprendre comment on tourne autour, comment on se rapproche, etc. Froch est plutôt plus actif que lui. Au final, ça donne la fin quand même. Le truc part en sucette à la fin, comme tu l'as dit, Captain, et ça rend le combat vraiment très très chouette. Mais ces deux boxeurs, voilà, qui sortent une belle perf. Kessler aura été moins constant dans le combat que Froch. Il lui aura laissé plus de rounds, une fois de plus, à cause de ce début en particulier, où donc, ça se joue à 7-5, c'est 7-5 ou 8-4, un truc comme ça, mais pour moi, le combat est assez clairement pour Froch. Il n'y a pas vraiment d'ambiguïté. Tu t'aperçois aussi, alors Froch finit avec l'œil gauche un peu abîmé, ce qui est pas fréquent, parce que Froch, le Punisher, en plus d'avoir un menton quand même, en plus d'avoir une tête de Polak bien épaisse, son père est polonais. J'ai beaucoup de respect. Hein. Ma femme avait une grand-mère polonaise. J'aime beaucoup. Polak dans ma bouche n'est pas un manque de respect du tout. Je sais que ces gens-là boivent bien et qu'ils ont la tête dure. En plus d'avoir le crâne épais, il avait la peau aussi assez solide parce qu'il a pris beaucoup de pain, beaucoup de caramel, Froch. Et il coupait pas facilement du tout par rapport à ce qu'il a pris et par rapport à ce qu'il a mangé en 35 en bas pro. Donc il y a un respect entre les deux gars qui fait aussi plutôt plaisir. Enfin vraiment ils sont là pour s'envoyer. C'est le jubilé de Kessler, ce sera son dernier combat. Rétrospectivement, on va en parler. C'est presque un peu dommage de pas avoir une trilogie entre ces mecs-là. On va en parler en conclusion tout à fait. Ils ont donné quelque chose de vraiment très beau sur deux combats. Enfin franchement et j'aime bien l'idée que justement finalement je pense à haute voix. Hein, c'est con qu'il n'y ait pas de trilogie, mais tu te dis voilà il y a deux boxeurs. Une victoire chacun, entre gentlemen, entre vrais guerriers, entre mecs qui trichaient pas et qui ont donné vraiment deux efforts assez colossaux, bah c'est pas mal quoi. C'est pas mal. Comme bilan, c'est pas mal. Hein. Et toi, Clément, c'est un combat que t'aimes? Bah moi c'est un combat que j'aime mais que ça fait très longtemps que je n'ai pas rematé. Ça fait très longtemps. Je crois qu'il est assez dur à trouver, il me semble. Je pense que tu peux l'avoir sur YouTube.
Je pense que je Ouais, ok, d'accord. Mais du coup, ouais, en fait, moi, c'est une constance que j'ai remarqué dans les deux rematchs, les deux seuls rematchs que aura Froch dans sa carrière, c'est que vraiment, il y a cette capacité à s'adapter à son adversaire et à l'enregistrer et surtout à appliquer le game plan qu'il faut après, par la suite, pour pouvoir remporter ses revanches. On va le voir tout de suite après. Et vraiment, je trouve que oui, le combat est beaucoup plus clair que lors du premier, un peu moins dirty et tout. Et vraiment, c'est cette capacité qu'a réussi à appliquer son jab constamment, que Froch a réussi à appliquer constamment son jab, malgré il en prend quelques-unes qui sont vraiment belles, qui sont vraiment belles et qui auraient pu ébranler n'importe quel super moyen à ce moment. Et voilà. Bon, voilà tout ce que je dirais. Et vraiment, ouais, dommage qu'il n'y ait pas eu un troisième combat, mais bon, en vrai, comme dernier combat pour Kessler, franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux comme dernier combat, très honnêtement. Et on en arrive à cette soirée de juin 2013. Une soirée extrêmement personnelle pour moi. Voilà, c'est un très, très grand souvenir personnel. Je suis invité à ce championnat du monde qui se passe à Montréal entre Chad Dawson, qui a toujours la ceinture WBC des mi-lourds, malgré sa défaite en super moyen l'année précédente contre Andre Ward. Chad Dawson, connu du public de Montréal, j'avais eu l'occasion déjà de le voir boxer plusieurs fois, qui revient à Montréal pour affronter cette terreur qui a enfin sa chance mondiale, Adonis Superman Stevenson. Et Adonis Stevenson, là, je dois faire un reward et revenir en arrière dans cette année, avait fait une énorme impression. Je crois que c'était au Casino de Montréal, je sais pas si c'était au Centre Bell au Casino de Montréal, contre la seule personne qui l'avait battu. Il manquait d'expérience à l'époque, c'est Darnell Boone, ce journeyman d'excellence qui les a tous affrontés, qui a mis des sueurs froides à plus d'un, André Wardan, entre autres. Et il a une victoire sur Willie Monroe Jr. C'est pas rien, c'est pas un journeyman, c'est pas rien, Darnell Boone. Et Adonis, pour une demi-finale mondiale, finalement, va complètement atomiser en 4 rounds et vraiment faire mal, détruire Darnell Boone pour avoir sa chance il l'a enfin, à Montréal, chez lui, alors qu'il est déjà un trentenaire bien tassé. Et on se dit, qu'est-ce que ça va donner? Et on se dit, bon, Chad Dawson est-il redevenu aussi lui-même? Voilà, cet excellentissime boxeur. Est-ce qu'à la boxe, Adonis a une chance? On sait qu'il est un énorme puncher. Mais un puncher face à l'élite, reste-t-il le même puncher que face à une adversité moindre? Même si il avait eu de très beaux adversaires dans sa progression. Et donc, c'est un combat qui se fait, je me souviens encore, je marchais dans les rues de Montréal et sur les taxis, il y avait l'affiche du combat qui se faisait et qui nous remémorait d'acheter nos places. Et l'électricité dans l'air était là dans cette semaine de Grand Prix de Formule 1 de Montréal, qui est une semaine très particulière dans la ville. L'électricité dans l'air puisque la conférence de presse est très très chaude. Adonis promet le chaos, très clairement, à l'ancienne, en bon élève du crunk, à la Tommy Morrison et bien d'autres. Il promet des chaos. Je me souviens plus si il cite le round dans lequel il veut, mais voilà, il a une énorme confiance en son punch et il nous donne confiance. C'est pour moi aussi la compréhension de ce personnage qui va devenir un personnage important des années plus tard pour Tyson Fury, c'est Sugar Hill, l'un des héritiers d'Emmanuel Stewart et qui a façonné le projet Adonis Stevenson de ses propres mains. Voilà, c'est vraiment le cerveau derrière Adonis Stevenson. Bref, une soirée mémorable, d'autant plus que la qualité de la carte est exceptionnelle, véritablement. Je suis dans l'aréna. D'ailleurs, c'est évidemment l'histoire de cette photo que vous connaissez si vous me suivez sur les réseaux.
Je suis dans l'aréna, j'analyse et se passe cette chose incroyable. C'est véritablement la compréhension plutôt que la découverte, la compréhension que Adonis Stevenson est véritablement Superman. Il a en lui une gauche absolument meurtrière, mais surpuissante. Surpuissante. Et vous connaissez de toute façon le résultat. Et pratiquement au premier round, sur son vrai premier gauche qui passe, et vraiment faire mal à Chad Dawson. Et c'est une énorme victoire avec un impact. Je peux vous dire que pendant des années, j'avais le souvenir très, très vivace du bruit, du son de ce coup. C'était absolument incroyable. Absolument incroyable. Un gros boom est arrivé à Montréal en 2013 avec cette nouvelle figure qui avait été quand même, il faut le reconnaître, assez mise de côté par rapport aux médias montréalais, le following et le soutien n'a jamais vraiment été là, mais je vous l'expliquerai peut-être un peu plus tard. Énorme prise de titre pour un énorme puncher, comme finalement on n'a plus l'habitude d'en voir. Ce jour de juin 2013 restera à jamais gravé dans ma mémoire et dans la vôtre, fan des mi-lourds et des punchers comme pouvait l'être Adonis Stevenson. Mais un des records d'audience de Showtime en 2013. Putain. Les gens n'ont oublié un record d'audience. Paulie Malignaggi contre Broner. On en a beaucoup parlé, j'en ai déjà beaucoup parlé. Le combat qui met la boxe dans un autre niveau, parce que Broner, trash talker, mais trash talker Paulie Malignaggi, c'est pas très intelligent, parce que Malignaggi, Malignaggi, déjà, te répondra, mais sauf que lui, c'est un Fidel Castro. C'est-à-dire que c'est comme Fidel Castro, tu lui ouvres le micro, il peut te l'accaparer pendant 2 heures. C'est ça. Sans respirer, tu vois. donc, en fait, on est sur un summum de trash talk. Alors, le mauvais goût y est, mais fortement. Avec en plus, le côté un peu sordide, c'est d'impliquer une gonzesse connue des deux parties. Donc, les amis, comprenez, Gold Digger. Gold Digger. Hein, je vous l'ai mis. Hein, Gold Digger. Elle est sympathique, Gold Digger. Bon, bref, ça restera dans l'histoire du mauvais goût complet, ce combat. Adrian Broner, à l'époque, on se dit, est-ce la pépite absolue, il monte de catégorie, fait des yo-yo, il monte de catégorie en Walter là, et tout. Encore une fois, contre un mec qui n'a pas de punch. Et ce combat est un combat, mais criant de vérité, sur le terme que Paulie, en fait, il peut rien faire. Ce combat, franchement, m'apparaît comme quelque part un peu ridicule. C'est-à-dire, on a l'impression d'avoir un gars qui s'active, tu sais, qui s'active, tout ça, mais donc, ça n'a aucune efficience sur Adrian Broner. Et d'un autre côté, Adrian Broner est en mode, il n'est pas encore réveillé. Donc, en fait, il va attendre vraiment loin dans le combat pour être actif, pour avancer sur Paulie Malignaggi, pour lui, voilà. Mais sauf que Malignaggi a l'activité, mais il est là. C'est un combat en fait serré, mais je trouve, serré parce que Broner est encore plus poseur que Malignaggi. Donc, c'est le mec qui est poseur. Broner, il cherche pendant 7 rounds à mettre des claques à Malignaggi. Et comme ça, il veut lui donner un seul coup. Il veut lui donner à sa façon, tu sais. J'ai l'impression que c'est Kevin Hart qui veut lui donner. C'est hallucinant, ce combat est hallucinant. C'est totalement ça. Moi, ce qui me fait halluciner, c'est que justement, en fait, comme tu dis, Paulie, il est actif, mais en plus, il essaye de travailler au corps Broner. Mais il y a un grand hic. T'as pas de punch, mec. T'as pas de punch.
Tu vois, c'est ça le truc en fait. Tu vois, enfin, en tout cas, t'as pas assez de punch pour pouvoir coucher à Adrian Bronner. Bref. Du coup, c'est complètement inefficace pendant tout le long du combat. Mais à l'activité, à la touche, pour moi, il remporte pas mal de rounds quand même. Et Bronner, en fait, comme tu le dis, il est poseur, mais il est en pilotage automatique. Et je pense que s'il avait accéléré beaucoup plus tôt, l'issue de combat n'aurait pas été aussi serrée. Et même, je pense qu'il aurait pu essayer de dégoter l'arrêt contre Ouais. Malignaggi, tu vois. Ah ouais. Honnêtement. Ah non, mais les relax, hein. Je pense que voilà, je pense qu'il savait qu'il avait la décision, il est relax. Et, voilà. Et d'ailleurs, ça montrait déjà beaucoup de Bronner à ce moment-là parce que c'était c'est pas une grande victoire. La prestation est plus que bizarre. Bon, ce qui est très spectaculaire, c'est les interviews d'après combat. C'est spectaculaire. Dans l'histoire de la punchline, dans l'histoire du mauvais goût, c'est génial. C'est génial. C'est génial. Voilà, si vous avez un humour de sale gosse, c'est génial. C'est iconique. C'est complètement ça. Négatif. Complètement... Négatif. Tu sais, I take this belt and this girl. Tu vois, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que vraiment, Bronner, tu vois qu'en fait, c'est vraiment un sale gosse. Parce que Paulie, en fait, lui montre beaucoup de respect avant l'interview d'après-combat et tout. Il salue, etc. Et l'autre derrière, il l'enfonce. Et j'étais cassé, j'étais en mode putain, Adrien. Et c'est pour ça que Paulie va arriver, va sauter sur le micro. Hein, don't brag about my side chick. Don't brag about my side chick. Tu vois, ça veut dire, te la raconte pas avec mon plan cul. Ouais, c'est ça, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. C'est hallucinant, mais je veux dire, c'est passé en ondes. C'est là où Showtime a, pour moi, a définitivement basculé dans la putasserie, tu sais. Mais complètement. Voilà, tu vois. En fait, ce qu'il y a, c'est le combat des sales gosses, mais c'est le combat de la télé-réalité, en fait, complètement, tu vois. Ah ouais. Mais ça va à 100% là-dedans, en fait. Ça va à 100% là-dedans. C'est le mauvais goût, c'est deux sales gosses qui s'affrontent. Enfin, je pense que ce qui est beaucoup plus mémorable, c'est ce qu'il y a autour du combat et pas le combat en lui-même, en fait. Donc, Berto doit se réinventer. Et on parlait de changement d'entraîneur en début d'émission, il y a 2 heures de temps de ça. C'est dingue. Mais tout a du sens, tout fait sens, si tu veux. Full circle. Et Berto, pour se réinventer, pour renaître, il a besoin de renaître, tu vois. Voilà, de toute façon, pour revenir dans une fontaine de jouvence, change d'entraîneur. Et il commence son association avec Virgil Hunter. Cette association avec Virgil Hunter va se faire sur 2 défaites. Contre Guerrero et contre Caras, qui ont un peu la même destinée, un peu le même scénario. C'est que Berto va se blesser gravement pendant le combat, qui fait que le combat devient perdu. Totalement perdu. D'ailleurs, il offrira finalement à Soto Karass sa meilleure victoire. Il se démet l'épaule contre Soto Karass, si je me souviens bien. Mais c'est flagrant. C'est cruel, c'est flagrant, c'est violent. Il n'a plus qu'un bras. Et là, ce qui se passe, que je trouve ça très fort de la part de Virgil Hunter. Très fort. On peut le critiquer souvent, Virgil Hunter, mais là, il fait quelque chose de très fort. Virgil Hunter lui dit, parce que bon, à quoi bon ? On est à la moitié du combat, c'est déjà niqué, il est gravement blessé, à quoi bon continuer ? Et Virgil Hunter lui dit, écoute, même avec un bras, tu peux encore faire quelque chose, et surtout, tu dois finir ce combat. La victoire, c'est plus très important là. Mais si tu quittes maintenant, if you quit, et le mec est en souffrance. Si tu quittes maintenant, c'est fini. Tu quitteras ton prochain combat, tu quitteras toujours. Pour tous tes combats, tu quitteras toujours. Montre-moi quelque chose. La victoire, on l'aura pas. Mais montre-moi quelque chose. Et en fait, contre Soto Karass, encore plus que contre Guerrero, je trouve, contre Soto Karass, il va vivre finalement son chemin de croix. Et son chemin de croix rédempteur. Son chemin de croix qui le réhabilite. Véritablement, c'est la défaite rédemptrice. Tu vois,
la boxe lui met dans la gueule une défaite pour ce qu'il a fait avant, tu vois, si moral il y a, et c'est complètement rédempteur. C'est un chemin de croix rédempteur. Et d'ailleurs, ça devient beau à voir. Il va au bout de lui-même pour ne pas abandonner. Gros portage de couilles. Hein? Quand Mayweather, Canelo, en 2013 est annoncé, pour septembre 2013, et ben autour de moi, parce que c'est une ville de boxe, Montréal c'est une ville de boxe, et puis les gens autour de moi, ils aimaient bien tout, et ben ça parlait, tous les gens, ça parlait, hey, Mayweather, Canelo, c'est signé. Tu vois, en français ou en anglais, ça se disait ça. Ça se disait ça dans les couloirs du centre commercial. Ça a été un vrai phénomène, Mayweather-Canelo, en tout cas en Amérique, ça a été un vrai phénomène. Mayweather-Canelo, ça arrive en septembre 2013, encore une fois, Mayweather le A-side, et il va, en gros, le rite d'initiation qu'il a vécu avec De La Hoya, bah, il va le faire vivre avec Canelo. Voilà. Canelo n'est certainement pas à son poids, il a accepté des choses, tout ça. Il est jeune, hein, n'oubliez pas qu'il est jeune à l'époque, même s'il est dans une dynamique de folie, et qu'on le connaît déjà, et qu'on estime qu'il est génial, déjà. Et ben il y a un Mayweather qui, pugilistiquement parlant, peut-être est la dernière énorme performance pugilistique de Mayweather. C'est ce combat. C'est quoi ton souvenir de Mayweather Canelo? Alors, c'est déjà une sacrée soirée parce que ils avaient mis les formes. Hein. Ouais. Alors, t'as à la fois du marketing un peu bidon, c'est-à-dire la WBC qui met une ceinture tout en or, en jeu contre les autres. C'est vraiment au bout du bling. Bon, mais en même temps, t'as une sacrée soirée parce que t'as Danny Garcia contre Lucas Matisse en sous-carte. Et ça, c'était l'autre combat que tout le monde voulait voir. Ouais. Il fait une année avec Judah et Lucas Matisse, qui est une terreur au moment des faits. 2013. Non mais, c'est de la dinguerie. Donc effectivement, c'est une belle soirée de boxe. Ça, y a pas à chier, on en a pour notre argent. On a l'impression d'en avoir pour notre argent. Après, comme tu l'as dit, le combat, il est préparé par Floyd. C'est-à-dire que, on sait très bien à l'époque qu'Alvarez est assez massif pour un super welter. Tout le monde le sait, il est large, il est balèze et tout. À la pesée, regardez les images de Canelo pesé à l'époque comme il est sec. C'est complètement dingue. Le mec se tue pour faire le poids. Alors, il accepte un catchweight à 152 livres. Donc, c'est pas à 154, c'est à 152. Donc, histoire qu'il soit un petit peu entamé. Bon, voilà. À ce jeu-là, c'est pas qu'un détail. Mais c'est pas grave. Canelo a l'intelligence de prendre le combat parce qu'il sait très bien que même s'il perd, il gagne du fric, une exposition sur le marché américain, il gagne. Enfin, il a l'intelligence d'accepter ce combat pour ça. Il le fait. Et cette intelligence aura été confirmée par la suite. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que, alors tu l'as dit, Canelo est sur une super dynamique. Il a 42 victoires quand même à l'époque. C'est pas rien. Il a 23 ans mais 42 victoires, donc autant dire que c'est un boxer. Et au fond, il est plus vieux il a beau être jeune, il est plus vieux que le Tommy Hearns que boxe Ray Leonard. Donc je veux dire, c'est quand même, voilà, faut pas complètement minimiser en disant il était vert, etc. Non, c'est un mec qui connaissait son métier quand même. Il était moins bon que le boxeur qu'il est aujourd'hui, j'en suis persuadé, parce qu'il a continué à s'améliorer et c'est tout à son honneur. Néanmoins, ça reste un bon boxeur. Ça reste un bon boxeur qui vient de battre Austin Trout lors d'un combat où il a montré ses qualités et ses défauts de l'époque. Ouais. Il a un gas tank relativement limité, il tient pas bien les 12 rounds, il est obligé de prendre des pauses dans un combat, il peut pas tenir une haute intensité pendant tout ce temps-là. Et puis, il se déplace pas très bien. Voilà. Et ça compte, quand tu vas te battre contre Floyd, ça compte un peu. Il a pas des super pieds, Canelo. Ça reste un peu son défaut, mais il a compensé. Voilà, il est un peu moins rapide. Alors, il garde, c'est un type qui a une certaine vitesse de bras, qui fait des combos, etc. Mais Floyd joue avec lui comme personne n'a jamais joué avec Canelo Alvarez. Et à voir, c'est merveilleux. Alors là encore, c'est pas un combat serré du tout, mais tout est dans le déplacement, dans l'initiative. Il a toujours un temps d'avance sur Alvarez. Il a en permanence. Et alors, il y a au point que et alors Alvarez se débotte pas. Parfois même, il est obligé de reculer parce que Floyd lui met la pression et le plus petit, qui est plus vieux, etc., lui met la pression et l'oblige à reculer. Ça arrive plusieurs fois dans le combat. C'est assez impressionnant.
t'as des moments cartoonesques. T'as un moment où Canelo en a marre, il lâche une grosse droite qui touche une corde, parce que Floyd n'est plus là. La corde vibre, et Floyd se penche, il fait une mimique d'état de mort regardant la corde qui vibre en disant, mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire? Et donc, c'est le récital de Mayweather Junior, voilà, c'est tout ça. Il est encore physiquement en très très bon état. 37 disons-le, c'est pas un jeune combattant, mais il est encore en parfait état. Et pugilistiquement, il est vraiment à son sommet. Le mec est juste intouchable. Donc Canelo prend la leçon, quoi. Voilà. C'est le futur patron de la boxe mondiale. Et il prend la leçon. Alors, il prend la leçon, mais la légende de Canelo Alvarez, qui avait un peu commencé contre Trout. Parce que contre Trout, il a un juge qui donne 118, 109. Et tu peux te dire que, ouais, bon, faut pas non plus trop nous prendre pour des jambons. Alors là, il y a quand même le stade supérieur du n'importe quoi, c'est que c'est une décision à la majorité. Voilà. Ce combat-là, qui est un prototype de, enfin, je veux dire, un aveugle sait qui a gagné ce combat, enfin, je ne peux pas raconter. Ben, il y a une carte à 114-114. Ouais. Voilà. Ah ouais. Et ça vient un peu gâcher la fête. Un peu. Il faut savoir relativiser. Il faut savoir aussi que CJ Ross, qui a rendu cette carte, quelques temps auparavant, s'était attiré la foudre de tous les fans de Manny Pacquiao en votant pour Tim Bradley lors de leur premier combat. Donc, il y a un historique de polémique avec cette personne. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ridicule de donner 114-114 à Mayweather Alvarez que de donner le premier combat contre Bradley, enfin Pacquiao Bradley à Bradley. C'est une opinion très personnelle. Mais c'est une juge, voilà, voilà, ça sent le soufre et ça vient un tout petit peu gâcher la fête, ce qui est dommage. Ouais, parce que cette démonstration, c'est un truc de champion. Et c'est le retour d'Adonis Stevenson qui va entamer son 3e combat de l'année. Quand on se remémore aussi et quand on sait le futur d'Adonis, c'est quelque chose d'une rareté qui ne se refera plus d'ailleurs, qui ne se refera plus. On est en fin septembre, toujours au Centre Bell, face à Tavoris Claude, qu'on a évoqué, qui a perdu son titre de son côté au début d'année contre Diop. Et combat aussi. Alors, ce carte était peut-être un peu moins excitante dans mon souvenir que lors du mois de juin, mais ce qui est impressionnant, c'est que Adonis va montrer qu'il peut gérer le ring, qu'il peut se jouer d'un boxeur qui est peut-être à des meilleurs skills, mais qui va être freezé, si je puis dire, qui va être terrassé par l'impact des coups de Stevenson. Stevenson est proprement, encore une fois, Superman. Puisque, même si on ne le voit pas, par des knockdowns, Stevenson va tellement faire mal à Tavoris Claude dès le début du combat qu'il n'y a pas de combat finalement. Il fait tellement mal que Claude n'a dès le début du combat plus la témérité pour aller de l'avant. Et donc ça va être un jeu de chat et de souris, avec à chaque fois des impacts, parce que toute la boxe d'Adonis c'est de pouvoir faire des setups pour sa fameuse gauche, et cette gauche c'est une gauche qui vient évidemment qui vient de la planète de Superman. Et ça fait mal, même si Tavoris reste debout, ça fait mal au fur et à mesure, et tranquillement, doucement, on s'en va jusqu'au 27e round, où Tavoris et le coin va abandonner. Et c'est une domination, c'est un sentiment de domination, c'est un sentiment d'un boxeur qui est en pleine plénitude, et on se dit, là, on a peut-être une terreur absolue dans une catégorie absolue des mi-lourds. Et on a certainement le puncher, même s'il n'y a pas de KO sur ce combat, le puncher de notre temps. Il est évident qu'on pense comme cela. C'est assez incroyable. On saura après que ça a été terrible pour Tavoris Claude, parce que là, c'est un arrêt terrible, puisqu'il va en observation à l'hôpital, et en fait,
son séjour à l'hôpital va se prolonger de quelques jours. Et donc, les médias vont s'intéresser et on va savoir que, et je crois de mémoire, il va rester 5 jours avec un visage cassé, avec 2 fractures au visage. Et là, on se dit, Stevenson, c'est pas que c'est impressionnant, c'est que Stevenson, Adonis, Superman, Stevenson, c'est effrayant. Effrayant. Qui, en ces jours-là, peut prétendre battre Adonis Stevenson? Moi, je crois qu'il n'y a personne. Pour vous reparler du mois de juin, dans la salle, en tant que commentateur pour HBO, était présent André Ward. En cette année 2013, on n'a pas beaucoup entendu André Ward concernant Adonis Stevenson. Et c'était déjà la preuve de quelque chose. Troisième combat, première défense de titre, troisième combat de l'année pour Adonis Stevenson, qui devient un boxeur qui, grâce à son activité, devient une figure de l'année, mais plus qu'impressionnante. Et c'est pas fini. Bradley Marquez, si tu aimes la Sweet Science, je suis désolé, si tu aimes la Sweet Science, tu aimes ce combat. Tu aimes ce combat parce que Bradley, alors mes pirates le savent, je vais faire une discussion Hall of Fame sur Timothy Bradley. Je vais en faire une bientôt, voilà. Mais le hasard fait qu'on parle de Marquez aujourd'hui. Et Bradley Marquez, bon, là, il a, si je me trompe pas, il est sur sa 40e année. Il a 40 ans. Je crois qu'il va sur sa 41e année. Il n'a pas encore 41 ans. Il a 40 ans quand il affronte Timothy Bradley. Timothy Bradley qui, lui, est dans une année aussi incroyable. J'en parlerai plus dans ma discussion sur Timothy Bradley. L'année 2013 de Bradley est quand même incroyable. Il y a une guerre presque inhumaine qu'il mène contre Ruslan Provodnikov. Et après, un combat de Sweet Science, un combat stratégique contre Marquez. Vraiment deux choses complètement différentes. Et le Bradley va hotboxer Marquez. C'est en fin de combat que Marquez va se réveiller, va réussir à faire son Marquez, mais trop peu. Bradley va complètement hotboxer Marquez pour une décision qui va logiquement à Bradley. On peut se dire que peut-être là, Marquez a pris un coup de vieux sur ce coup, mais même si, ôte-moi d'un doute, Nico, est-ce que c'est pas une split décision? Si, c'est une split décision. Voilà, mais qui là est durement explicable. Complètement. Durement explicable, mais véritablement, c'est quand même un maître. Hein. Pour moi, je me dis parfois, les mecs sont un peu... Tu vois, je compare ça à des moines Shaolin. Quand tu vois Marquez, c'est quand même... T'as un pedigree box qui t'est proposé, même quand il a un jour sans. Et là, il est dans un jour sans. Donc, à voir. Ne serait-ce que si t'es un étudiant du game, si t'es un étudiant de la boxe, combat à étudier, combat appréciable, même en plus, enfin, je veux dire... une belle retransmission, belles images, bon son, enfin tu vas être dedans. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce combat? Juste 2 trucs. Encore une preuve de la mauvaise analyse du combat de la part du camp de Marquez, avec Bernstein qui lui dit entre les rounds qu'il est en train de gagner le combat parce que no se puede ganar corriendo. On a pelea corriendo, on peut pas gagner un match de boxe en courant, sauf que Bradley fait beaucoup plus que de monter sur sa bicyclette, et il touche et puis il s'en va. Il touche, il esquive bien, Vraiment, Bradley, moi je trouve qu'il a par rapport à... c'est un sacré boxeur, Bradley, c'est un sacré boxeur, mais et c'est peut-être son masterpiece technique. Tu vois ce que je veux dire? Je ne dis pas que ce combat est un masterpiece pugilistique. Je dis pas ça. Il est intéressant ce combat. Mais lui, par rapport à ce que lui proposait, c'est son petit chef-d'œuvre à lui. Et par rapport à l'usure de Marquez, une usure qui est physique mais aussi psychologique à mon avis, puisque
pour moi, symboliquement, il a bouclé la boucle en mettant KO Pacquiao. Tu sens vraiment ce que disait Sugar Ray Leonard avec la vieillesse, c'est-à-dire que quand t'es vieux, tu vois l'ouverture Voilà. et puis tu tapes. Alors que quand t'es jeune, il n'y a pas ce décalage, je vois puis je tape. Il y a une ouverture, et ben t'es Voilà. déjà en train de taper. C'est ça. Et dans ce combat, tu vois bien que Marquez, il Oui, c'est voit, vrai. il C'est a vrai. les solutions en fait. Oui, Mais ouais, c'est vrai. le corps ne répond pas, quoi. Tout à fait. Tout à fait, Nico. Mais un combat à voir, comme je le répète, vous êtes des étudiants du game, c'est un combat à connaître. Froch doit continuer à boxer, parce que maintenant il n'a pas une ceinture, mais il a 2 ceintures, parce que Kessler avait la ceinture de WBA, donc là c'était une réunification de titres qui fait du mec, qui fait d'autant plus du mec le mec de la catégorie de nouveau. Donc, il va s'engager dans un autre domestic fight face à un autre Anglais, son challenger, et dans une autre ambiance. Et tu sens que Froch est encore à son esprit encore avec Kessler. Moi, je suis persuadé de ça. Mais le combat se monte, il va se faire à Manchester. C'est celui-là, Froch contre Groves. Groves est un jeune boxeur, gros pédigré boxe, super moyen lui aussi naturel. Ça sera son importance, qui a dominé De Guerre dans un duel générationnel. Donc, et finalement, Froch s'engage dans ce combat, mais je vous dis, moi je suis persuadé il est encore avec Kessler au lieu d'être avec Groves. Groves, lui, on va dans le trash talk. Il a besoin, je pense aussi que Groves a besoin de se rassurer en allant titiller le champion, en allant l'énerver. Et ce qui est fou, c'est que dans un trash talk assez célèbre en conférence de presse, il va prédire le premier round de leur combat. Il va le prédire à la perfection. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que Froch a, je pense, réussi à bien analyser que Groves a bien analysé le Froch, à faire du Kessler en mieux, centre de gravité un peu plus bas, grosse dynamique, gros jab qui va vers le bas, vers le haut pour faire chier Froch, et surtout la bataille, c'est-à-dire gros répondant dans les batailles. Je pense pas que Froch était prêt pour un premier round comme ça, et surprise, sur un contre, de toute beauté, plein dans la gueule, il se prend un contre qui le met le cul par terre. Et ça, c'est une surprise parce que Froch n'a été mis au tapis que par Jermaine Taylor jusqu'à présent. Que par Jermaine Taylor dans toute sa carrière. Et donc, ce qui se passe dans ce combat est assez énorme. Le premier round est totalement pour Groves. Vraiment, il se fait secouer. Froch mettra quelques rounds à se remettre de ce... C'est le mec qui secoue les gens qui se fait secouer là. Qu'est-ce qui se passe? On est en train d'atteindre une surprise, un énorme combat. Le 5e round se passe, et si je m'abuse pas, c'est le 5e ou 6e. Le 5e round, à peine est-il fini que les commentateurs se disent, est-ce qu'on n'a pas eu le plus grand round de l'histoire de la boxe en Angleterre? On est là. C'est le 5 ou le 6, mais il y a un truc comme ça, ouais. C'est le 5 ou le 6, hein. Ouais, mais c'est hallucinant, Froch arrive à revenir mieux, arrive un peu à sortir la tête de l'eau. Et puis il y a c'est au 8e, hein, c'est 8e ou 9e, je sais plus. Premier combat, c'est 9, ouais. C'est au 9e où, comment dire, il arrive lui maintenant à secouer un peu Groves, tu sais, à revenir dans la boxe qu'il aime, Froch. Groves a contre lui un body language qui va contre lui. Parce que tu sais, il est très expressif. Il est très expressif, tu sais, dans ses gestes, déjà dans son corps, et puis dans sa tête, tu sais, quand il souffre, il est comme ça et tout, tu vois. Et donc, il est même, je te dirais, il est trop expressif. Et donc, en termes de body language, on a l'impression qu'il souffre. Et donc, l'arbitre, et c'est vrai qu'il va aller trop vite, l'arbitre va l'arrêter trop vite. Et là, il y a une énorme polémique. Parce que le combat est pour lui, il se fait arrêter, et quand il se fait arrêter, en fait, il montre, il parle à l'arbitre, il montre qu'il est complètement lucide, qu'il n'allait pas aller par terre. Je te dirais, pour aller dans le sens de l'arbitre, son body language lui a vraiment desservi. Et donc, on a une polémique. On a la plus grosse polémique des années 2010 en Angleterre pour un domestic fight. Le truc part
c'était la braise pour enflammer le truc. Le combat est génial, certainement légendaire, il faut le dire, certainement légendaire. Et ben, il y a une polémique qui en sort qui est énorme. Mais le combat et la polémique, messieurs, ça nous a marqué. Hein. Ça a marqué les années 2010, Antoine. Battle of Britain, comme le disait l'affiche, avec beaucoup de trash talk parce que Groves a essayé d'exister par rapport à Froch, qui est déjà quand même, sinon une légende, au moins une star. Enfin, il a un nom. Le combat a lieu à Manchester, ni chez l'un ni chez l'autre, en fait, parce que Groves est londonien. Et St. George, effectivement, c'est un boxeur qui a vraiment des belles qualités techniques. Il est rapide de pied, rapide de main. Il bouge bien. Il a 25 ans. Froch a déjà 36. Donc, c'est un combat qui a des airs, malgré tout, de passage de témoin entre les deux, d'autant plus que le premier round est comme tu l'as décrit, Captain. Et alors là, il y a un moment, il y a une telle animosité, en fait, entre les deux gars, que Froch bug. C'est-à-dire que, véritablement, il a un moment teubé extraordinaire, où il envoie le bras gauche encore plus bas que d'habitude, il fait un pas en avant pour envoyer une droite hyper large. Que fait Groves? Lui, il est réglé il est tendu comme un ressort. Il voit ça, il envoie son contre en crochet droit, un truc terrible. Et Froch va par terre, mais s'il n'avait pas le menton du Punisher, c'était fini. Enfin, je veux dire, un type normal, il est séché sur place. Merci, au revoir. C'est terminé. Froch est Froch. Donc, il va mettre, comme tu l'as dit, 2-3 rounds pendant lesquels il va être très raide. Tu sens qu'il est encore secoué par le truc, en fait, véritablement. Et Groves, il récite sa boxe. Littéralement, voilà. Il tourne d'un côté, de l'autre. Il envoie un jab hyper autoritaire. Quand il tente la droite, elle passe. Enfin, c'est son soir. C'est vraiment son soir. C'est de la magie. Il peut pas perdre ce combat. Sauf que, t'affrontes le Punisher, et puis toi-même, t'es un peu jeune malgré tout. Et ce fameux round, je crois que c'est le 6, ce fameux round incroyable, est un round dans lequel Groves fait une erreur, un peu sotte. C'est-à-dire que lui aussi baisse les mains, et que lui aussi il va en mode « je pose mes couilles ». Il aurait pas dû faire ça, Groves. Il aurait pas dû faire ça, le gamin. Et ça, c'est cruel, mais ce manque de lucidité, il va taper dans ses réserves à partir du 6e round. Et ça lui manquera au 9e pour avoir Captain, comme tu le dis, un body language un peu plus fort, un peu plus d'aplomb, etc. Alors que Froch commence à le secouer, il aura brûlé une énergie un peu inutile à aller à la bagarre contre un type contre qui il faut pas aller à la bagarre. Voilà, l'histoire de ce combat, c'est beaucoup le premier round, puis le 6e, quand Groves fait une erreur de jeunesse, un truc un peu con. Sans doute qu'il aurait gagné le combat. Malgré tout, il n'y a pas tant d'écart que ça aux cartes quand le combat est arrêté. Et il restait malgré tout les 3 rounds derrière. Donc ce que je veux dire, c'est que je comprends Groves quand il se plaint, objectivement. Je suis pas le genre de gars à dire en général qu'un arrêt est prématuré. En général, les arrêts me vont parce que voilà, faut arrêter les boucheries. Là, tu peux dire qu'il arrive tôt. Mais mettons-nous 2 secondes à la place de Groves. Il faut qu'il tienne dans l'état où il était à ce moment-là 3 rounds de plus contre le Punisher. Et là, c'était pas joué. Je pense que Froch aurait gagné. Je pense que c'était une question de minutes et que de toute façon, il aurait fini son homme. Néanmoins, quand on y réfléchit... On n'arrive pas. Mais au moment des faits, tu as extrêmement raison, Antoine, parce que mais pour qu'on accepte ce que tu viens de dire et qu'on le reconnaisse que ça aurait été dur de faire encore 3 rounds à ce rythme-là, au moment des faits, on n'est pas là-dedans. Parce que, en fait, on a tellement pris parti, c'est un combat qui fait tellement prendre parti. Moi, j'étais à fond pour Groves, quoi. Je veux dire, le premier round arrive, je suis totalement pour lui, tu vois. Mais j'étais debout sur mon canapé, j'étais à fond. Et effectivement, et même après plusieurs visionnements, tu sais, j'avais encore la dent dure avant d'accepter exactement ce que tu dis, et tu as fortement raison. Mais quelle émotion et quelle polémique. Et ça, en fait, finalement. L'émotion et la polémique pour les promoteurs, c'est génial. Voilà. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Et on retrouve Adonis pour une 4e sortie de l'année, une année exceptionnelle, où Stevenson, alors là, ce sera pas à Montréal, mais ça sera dans la ville de Québec, à environ 250 km de Montréal. Malheureusement, je me souviens très bien, l'hiver est déjà bien là et tout.
prendre la route, j'y réfléchis à 2 fois, donc on regardera ça à la télévision et regardez cette affiche. Alors l'affiche officielle du combat, elle est toute pourrie. Je vous la mets pas, mais l'affiche de HBO était formidable. Parce que c'est un double eater, excusez-moi pour mon anglais. C'est 2 têtes d'affiche à 2 endroits différents, Stevenson à Québec et Kovalev aux États-Unis. Et HBO qui comprend que on a un potentiel combat générationnel ultra excitant grâce à l'avènement soudain d'Adonis Stevenson contre Sergei Kovalev, le crusher, et qu'on a quelque chose d'exceptionnel en termes de possibilités. Et fait face à son aspirant, Tony Bellew, qui est encore chez les mi-lourds, même s'il se tue apparemment pour faire le poids. En même temps, si c'est si difficile que ça et que ça t'empêche de gagner, il fallait changer de catégorie comme il le fera par la suite. Mais là, il a cette opportunité-là, il la change pas. Et puis, encore une fois, conférence de presse shot, pesée hyper agressive. Tony Bellew essaye de rentrer dans la tête de Stevenson. Apparemment, ça fonctionne pas. Et tout simplement, c'est une bis repetita. Il n'y a pas match. Stevenson fait mal à Bellew. Alors c'est vrai que Bellew n'aura pas été à l'image du Bellew qu'on a connu par le passé et par la suite, mais il se fait détruire. C'est une destruction de Tony Bellew. On oublie trop souvent. Et cela, quelques semaines seulement, hein, finalement. Voilà, 2 mois plus tard, en gros. 2 mois plus tard, il est déjà de retour. Un rythme qu'on ne connaissait plus à des champions que Stevenson, dans cette année 2013, refait. Destruction totale de Tony Bellew. Adonis est impressionnant. Impressionnant et il sera évidemment, avec une telle activité et une telle impression donnée, il sera le champion de l'année, enfin il sera le boxeur de l'année selon Ring Magazine. Ce n'est pas rien, c'est un trophée. En soi, ça donne pas une ceinture, mais c'est un trophée d'une valeur inestimable. Pour un non-américain d'ailleurs, hein. Véritablement, faut-il le souligner, hein, c'est un des... avant l'apogée des Ukrainiens, je crois que c'était le dernier non-américain à avoir décroché ce titre symbolique, mais si merveilleux. Enfin voilà. Et puis, polémique aussi, puisque le passé de gangster, de véritable gangster et de prisonnier de Adonis ressort, et qui explique d'autant plus, je trouve, le pas de danse assez bizarroïde des journalistes et des médias montréalais qui ont cette nouvelle star et qui en même temps y aller en se pinçant le nez à cause du passé de Adonis Stevenson, qui a un passé évidemment qui ne lui fait pas honneur, mais qui il a payé pour ça. J'ai toujours trouvé ça un petit peu ridicule et de mauvaise foi. Mais les polémiques aussi remontent concernant Adonis Stevenson et une mauvaise presse aussi, en même temps qu'il est véritablement à son apogée. Et que c'est là maintenant qu'on connaît aussi le futur de son destin. Aujourd'hui, son destin tragique, c'est peut-être cet homme qui est au paroxysme de son succès. C'est à ce moment-là, avec cette couverture-là de Ring Magazine. On va offrir en fait à 2 vétérans, on va offrir leur soirée chez eux à Brooklyn. On va offrir finalement Judas contre Malignaggi. Alors, j'ai déjà parlé de ce combat dans la discussion Poli-Malignaggi. Hein, je vous mettrai tout ça en lien, évidemment. Vous pourrez le trouver. Judas Malignaggi, bah écoute, tu te dis, c'est un vrai jubilé, comme on dit, tu vois. C'est un vrai dernier grand combat pour 2 mecs, et bien sûr qu'il n'y a pas, qu'ils iront pas chercher un titre ou ils iront pas chercher le méga fight après ça. Mais il faut le gagner, ce combat, tu vois. Et là, en fait, quelque part, en tant que fan de Judas, je suis hyper frustré.
Je suis hyper frustré. Moi. Enfin, je veux dire, putain, mais perdre contre Malignaggi, ça fait J'étais chier. vraiment frustré. Hein. Bah, vas-y, raconte-moi. Bah, on a vécu la même chose, Gab. Vas-y. Ben, c'est probablement Malignaggi pourrait pas tuer une mouche avec un coup de poing. Et ben, il boxe. Enfin, je m'arracherai la casquette. Tu vois là, la casquette, j'ai envie de me l'arracher, tu vois, parce que en fait, il boxe mais complètement à côté, quoi. Judas, il passait à côté. C'est un gars comme Malignaggi, t'as une chose à faire, c'est qu'il met de la pression, là, c'est tout. Il n'y a pas. Voilà. Mais t'as raison, il n'y a pas à tergiverser. Regarde, mais t'as tellement raison. Sean Porter, il s'est pas pris la tête. Hein. Il a confronté Malignaggi, il lui met la pression tout de suite. Ça dure 4 rounds. Hein. Il finit l'histoire. Bah oui, évidemment. Mais bref, Judas Malignaggi, si t'es fan de Judas, c'est le genre de truc qu'il faut pas te dire. Tu vois, si t'es un gros fan de Judas, le combat contre Malignaggi, non, ça n'existe pas. Enfin, d'accord, ça n'existe pas. C'est un autre univers. Voilà, c'est ça. Ça n'existe pas parce que là, tu me mets mal. Mais bon, alors, et finalement, ça c'est le vrai signe d'un déclin sportif. C'est le vrai signe de Zab qui est dans un autre rapport, un autre stade. Arrive ce moment-là à San Antonio, si je me trompe pas, qui va tout changer. Voilà, le méchant Broner, sa grande gueule, il va encore trop loin, mais il va trop loin avec la mauvaise personne. Voilà. Avec Maïda. Exactement. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le combat, je vous conseille pas forcément d'aller le voir. C'est vraiment, pour le coup, là, tout ce dont j'ai parlé avant dans cette vidéo-là, du Broner joyeux et un petit peu amusant, un petit peu limite, et qui est quelqu'un avec qui tu peux rigoler un coup quand tu entends ses blagues, même si elles sont souvent très limites. Là, ça dérape. Là, ça n'a rien à voir. Et je pense, sincèrement, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard dans l'épisode, il y a un problème vraiment sur cet aspect-là avec ce personnage-là. C'est que il me semble que c'est le premier round, il va être dans le coin. Maidana avance un petit peu n'importe comment sur lui, il le rush, c'est la fin du round, et il va le déborder. Il le retourne, voilà, il l'attrape et il lui met 2-3 coups de hanche comme si il était en train de pratiquer un acte sexuel. Ouais. Et Maidana comprend pas trop. C'est une honte. Honnêtement, c'est une honte. Quand tu vois ça, moi, j'étais hors de moi. Quand j'ai vu ça, j'étais hors de moi. Là, tout ce que j'espérais, c'est qu'il se fasse casser la gueule. C'est le moment où tout ce qu'on pouvait quand même lui accorder, ça se discrédite totalement et que on bascule tous pour que, comme tu dis, pour qu'ils se prennent une bonne trempe. T'es d'accord avec moi ? Et voilà, exactement. Et ça met pas trop longtemps. Il me semble que dès le 2e ou 3e round, il se fait attraper en reculant. Il prend un crochet au visage et il s'écrase dans les cordes. Il tombe dans les cordes complètement. La corde lui attrape la gorge pendant qu'il tombe. Et il va se relever. Il va se relever quand même, et il va finir le combat, et ça c'est quelque chose qu'il faut quand même mettre en avant dans la carrière de Broner, c'est qu'il a jamais perdu par KO. Il a toujours fini les combats, donc il doit quand même si on se pose parfois quelques questions sur ce qu'il y a dans sa tête, et est-ce que sa tête n'est pas parfois un petit peu vide, est-ce qu'elle ne sonne pas creux, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est bien dure sa tête, et que c'est vraiment compliqué de le mettre KO, puisque personne n'a réussi, même Maidana alors qu'il l'avait bien touché n'a pas réussi, et finalement après le combat on va avoir Maidana qui lui rend son coup de hanche, qui va complètement le déborder, et puis à un moment Broner ne sait plus où est Maidana, il ne sait plus, et bam, il est dans son dos, et Maidana lui met 2-3 coups de hanche comme il lui avait fait au round d'avant. Finalement, Broner sur le dernier round va se réveiller un petit peu, mais est-ce que c'est pas aussi parce que Maidana a eu une grosse débauche d'énergie sur les premiers rounds pour vraiment lui mettre la misère, et que finalement il le laisse boxer un petit peu, on sait pas trop. En tout cas, il finit le combat,
Et à la fin du combat, il sort et il se fait mais huer par tout le public. Si je peux juste t'arrêter parce qu'on va parler de la sortie du combat, et tu parles de quelque chose de très important à mes yeux. Donc, on a compris qu'Adrian Broner maintenant, par sa mentalité, est jamais à 100% dans un combat. On l'a vu précédemment avec Malignaggi, où, comme on l'a dit, il y a toujours 2 combats dans un combat de Broner. Le combat où il pense, c'est le AB rappeur, et après il redevient boxeur parce qu'il faut gagner des rounds, parce qu'il faut pas que ça lui passe sous le nez. Voilà. Mais il arrive là quelque chose qu'on a compris peu à peu à la suite de sa carrière, c'est cet élément du 12e round. C'est 12e round. Et c'est pour ne pas faire de plagiat, je vous dis qui a l'auteur, c'est Steve Farwood qui a cette théorie sur Broner, c'est que si Broner boxait tous ses combats du début à la fin, comme il boxe tous ses 12e rounds, Broner serait imbattable. Parce que même dans ce combat dur où il s'en prend plein la gueule, où il est totalement perdant, regardez le 12e round de Broner contre Maidana, et je vous demanderai de regarder les 12e rounds d'autres combats. Broner revient fort. Broner revient très fort. On oublie ça. Donc déjà, il se fait pas allonger, mais les fins de combat, il revient fort. Et donc, on pourrait même se dire, il lui a manqué des rounds. Forcément, il se réveille trop tard. Mais la théorie du 12e round d'Adrian Broner est essentielle, je trouve, pour comprendre sa carrière sportive. Et c'était l'occasion de le dire. On l'évoquera dans d'autres combats. Et donc, tu nous parles de cette sortie de ring qui est aussi symbolique. Symbolique parce que c'est Broner qui s'interdit d'avoir un moment de classe. C'est-à-dire d'accepter une défaite, de serrer la main de son adversaire, dire voilà, j'ai perdu, je reviendrai plus fort. Il choisit de partir. Alors certainement, peut-être a-t-il aussi la mâchoire cassée, parce que ces images-là je me demande s'il n'avait pas un truc où voilà, mais il part un peu en voleur, ce qui est pas bon. Est-ce qu'il avait pas aussi peur d'une grosse émeute? Peut-être aussi. Parce que quand il sort déjà, les gens sont encore en train de regarder ce qui se passe sur le ring. Maidana qui doit être en train de faire une interview télévisée, etc. C'est vrai. C'était chaud parce que il est pas parce qu'il fait son AB pas là où il faut. Absolument pas là où il faut. Alors là, je vous fais un peu de la démographique américaine. C'est que ça se passe à San Antonio. San Antonio, c'est un public latino. Le public est totalement, pas totalement bien sûr, mais je vais te dire à 80% dans la salle, c'est latino et c'est pour Maidana. Voilà. Et c'est pas comme si tu faisais ça à Cincinnati ou dans une autre ville qui serait plutôt une ville plutôt noire américaine. Donc il peut pas, son AB et donc son interview d'après combat qui est si importante pour lui, il peut pas faire son personnage là. T'as bien raison parce que ça aurait pu vraiment exploser, ça aurait pu vraiment être très très dangereux. T'as tellement raison de redire ça. Ouais, mais est-ce qu'il est en état, de toute façon, est-ce qu'il est en état de faire sa fameuse interview de son combat? Là, on se pose la question. En tout cas, il sort et ils se prennent mais des jetés de bouteilles et de verres ils se font allumer par tout le public. Honnêtement, je dois avoir, il me semble que c'est un combat en France où c'est arrivé, une bagarre pendant un combat je sais plus qui c'était, une bagarre. Je sais plus qui c'était, mais à un moment, il me semble que c'était à Levallois, où il y a eu une bagarre comme ça, les chaises sont parties dans tous les sens, etc. Mais à part ça, j'ai jamais vu. Dans le passé, en France, il y a eu aussi ça, dans le sud de la France, dans les années 80, c'était retransmis par Canal+, aussi. Mais, comment dire, ces moments de tension, où c'est vrai qu'à la télé, parfois, tu les vois pas, tu les comprends pas, mais quand tu es dans le public, dans la salle, tu le sais aussi. Par exemple, un gros et énorme moment de tension aussi, n'oubliez pas quand Frankie Randall se fait voler contre Chavez pour la revanche en mai 94, et il part directement du ring et voilà, parce que là il est dégoûté, parce que là il est victime un peu du boxing business, et regardez tout ce qui se prend dans la gueule.
regardez tout ce qui commence à arriver. Tout ce qui arrive sur lui, sur les épaules. C'est une vieille image et tout. Et ça voulait dire que aussi, ça a commencé à devenir très chaud. Et parfois les boxeurs, comme tu le dis, ils sont extraits, tu vois. On les extrait parce que on est dans des moments de tension. T'as vraiment raison. Donc voilà. Alors le gros. Et juste derrière ça, pour finir sur ce combat-là, je sais pas si tu te rappelles, mais directement après, il va poster une photo de lui et Floyd dans un pick-up ou un truc comme ça, en train de revenir du combat, où Floyd sort une caption genre Big Brother is watching you ou un truc comme ça. Je veille sur toi, je vais te venger, etc., etc. Et c'est ça qui va donner lieu au combat entre Floyd et Maidana, voilà. où finalement. Et ben voilà, l'année 2013 de boxe, c'était ça, une année 2013 qui a été finalement assez enivrante, très tournée Hall of Famer, et surtout, j'espère qu'au bout je pense que cette vidéo va faire bien plus d'1 heure, voire 2. Vous l'aurez compris, une année où la boxe, en termes de qualité, la boxe en termes de nec plus ultra, n'a absolument pas besoin des poids lourds. Au contraire, les poids lourds, et les Klitschko notamment, et tout ça, n'aident en rien au rayonnement de la boxe. La boxe, c'est la catégorie reine, si elle est reine, eh ben elle a changé, elle est bien plus chez les Walter. Le boss, c'est Mayweather. Et le rayonnement se fait là. Et que ça soit dans mon souvenir ou certainement dans le vôtre, les poids lourds n'auront rien laissé du tout. Rien. Voilà. C'est vraiment à noter. Rien dans le sens, bien sûr qu'il s'est passé des choses en 2013 encore chez les poids lourds, mais au vu de l'histoire avec un grand H de la boxe, c'est de l'ordre de l'anecdote anecdotique qui ne mérite pas d'être retenu. Ça dit beaucoup quand même. Ça dit beaucoup de cette période et ça dit beaucoup des changements de paradigme qu'on ressent encore. De toute façon, qu'on le ressent encore, même si un rééquilibrage s'est fait ces dernières années. Voilà, l'année 2013, finalement, pour ces années 2010, et je pense un des plus grands crus que les années 2010 en boxe pouvaient nous donner. L'année 2013 est un excellentissime vin de boxe, de pugilisme, de Hall of Famer. Et j'espère que ça vous donnera envie de vous replonger dans les discussions Hall of Fame existantes sur la chaîne, dans les combats par eux-mêmes évidemment, et dans les destins de ces grands champions. L'année 2013, ça valait finalement vraiment le coup, ça laisse un très très bon souvenir, et on se retrouve bientôt pour une autre année de boxe. Eh ouais, c'était les 10 ans de 2013, c'était le Capitaine Crochet. I'm out, ciao!